Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, nous ouvrons une page éclatante de notre patrimoine culturel, une page faite de rythmes envoûtants, de voix immortelles et de mélodies qui ont façonné l'âme de notre nation. La musique béninoise, à la fois riche, métissée et profondément enracinée dans nos traditions, a enfanté des gloires dont les noms résonnent encore dans la mémoire collective. Pourtant, force est de constater que si ces légendes ont su marquer leur époque et inscrire leur art au panthéon de l'histoire, la génération actuelle, talentueuse certes, peine à franchir les frontières et à imposer la singularité béninoise sur la scène internationale. Pourquoi une telle dissonance? Quelle entrave empêche notre musique de s'exporter avec la même force que celle de nos voisins? À qui la faute et que faire pour redonner à ce patrimoine la place qu'il mérite? Pour en parler ce soir, chers amis internautes, avec la profondeur et la clarté qu'exige un tel sujet, nous recevons une référence incontournable, un observateur avisé et passionné de notre univers artistique. Robert Brazza, bonjour. Bonjour Abdelkader, merci de me recevoir. Sa plume, son verbe et sa voix sont depuis longtemps des éclaireurs dans le champ culturel béninois. Son regard critique mais toujours constructif lui vaut d'être considéré non seulement comme un analyste averti mais aussi comme un gardien de la mémoire musicale de notre pays. Recevoir Robert Brazza, c'est donner à notre réflexion de la rigueur de l'intellect, la chaleur de la passion et la pertinence de l'expérience. Bonsoir à nouveau. Merci à toi. Comment retrouves-tu le Bénin? Je retrouve le Bénin comme je l'aime, dans sa spontanéité, dans son entièreté. Depuis gamin et, comme dit la chanson, d'aussi loin que je me souvienne, le Béninois a ça en commun avec mon très cher et beau pays, le Congo-Brazzaville, que nous sommes des gens de l'instant. On se parle, on se salue, on se congratule, on s'écharpe, on se critique. Le Bénin est entier, il est vaillant, il est debout, il croit en son avenir et en ses rêves. Et que l'on soit justement celui qui vend au marché, celle qui transporte de la nourriture pour aller quelque part, ou que l'on soit l'informaticien ou alors l'homme politique, c'est cette idée qui a toujours mieux devant. Et c'est vraiment
moi, ce que j'aime, cette énergie. Voilà. Cette énergie. On va revenir tout à l'heure sur comment vous appréciez la gouvernance au sommet de l'État depuis 2016 et comment vous appréciez également cette faveur électorale actuellement en vogue au Bénin. Mais Robert Baza, selon vous, j'allais vous demander quelle figure incarne véritablement le panthéon de la musique béninoise et que leur devons-nous aujourd'hui en matière d'identité culturelle? Le panthéon de la musique béninoise, moi, je dirais presque que c'est en fait un panthéon qui est commun à l'Afrique. Parce que le Bénin, c'est pas pour rien, hein, les gens partent toujours du quartier latin de l'Afrique. C'est pas simplement hein, les gens justement qui partaient à la belle époque, comme disait feu mon père, du côté du quartier latin à Paris. Ce croisement d'intelligence, j'allais dire cette esthétique sur le plan des arts, mais également cet intellect sur le plan de l'histoire, cette authenticité aussi. Moi, je dirais que le Bénin non seulement incarne tout ça, mais le Bénin a très vite compris, sur le plan culturel, dans ces années dorées post-indépendance, qu'il fallait qu'il donne de la voix. Et dans ce panthéon-là, les Béninois d'alors, les jeunes Béninois d'alors, et il y en a qui sont encore présents, je les salue vraiment, nos papas, nos mamans, nos pépés, nos mémés, avaient à dessein, parmi ceux qui sont encore de ce monde, parmi nous, c'est pas simplement d'ailleurs des personnalités, hein. Oui. C'est des gens qui sont là. La dernière fois, je suis venu au moment où on a évoqué les 5 ans de la disparition de papa José Dominique Loco, la disparition de papa Abalo, le Riverside pour ceux qui connaissent. Maître Robert Dosso était là et c'est un papa. Le président du Nicéphore Soglo aussi est un papa. Mais après, il y en a qui sont à côté de nous dans notre quartier. Les papas Kenom, les papas Tella qui étaient là. Mais ces jeunes d'alors et ceux qui s'exprimaient artistiquement, en parlant de ceux qui faisaient la gloire des Ignace, des Souza, en parlant des papas Benou Viquet, Gégé Viquet, oui. En parlant du doyen Sossou Nyonan Pierre, Nyonas Pedro, ce sont des gens qui se disaient « nous offrons à l'Afrique quelque chose, nous offrons au monde quelque chose, et nous ne l'offrons pas qu'au Bénin ». Papa Viquet disait « c'est émouvant en fait pour moi de l'évoquer aujourd'hui. » Oui, allez-y. Parce que quand on parlait, en fait, il me disait « Mais tu sais, fiston, nous avions des rêves. » Papa Viquet était appelé le chantre de la négritude. Et je salue Fofo Jean-Luc Aplogan qui a fait des choses magnifiques. Et cette négritude-là, elle allait au-delà des frontières du Bénin. Quand il chante le lac à aimer, il ne le chante pas que pour le Bénin. Il est de Bopa, il fait le lycée Béanzin à Porto Novo. Nous, on n'est pas de là-bas, mais tous les Africains de la FEANF, de la Fédération des étudiants d'Afrique noire française, parlent de Gégé Viquet. Il chante Kanté Fasseli, le Guinéen. Donc, il ne s'inscrit pas que dans le Bénin. Pareil pour les doyens justement, comme j'ai parlé d'Ignace de Souza, pareil pour les doyens du Polyrythmo, pareil pour les doyens comme Nyonas Pedro. Ils chantent l'Afrique. Et ils sont iconiques dans ce sens où, pour eux, il s'agit d'être au panthéon de l'Afrique, même si ce n'était pas une ambition. Ce n'était pas d'être tout de suite dans l'immortalité. Donc, panthéon béninois, aux côtés des Stanton, aux côtés des gens comme tous ceux que j'ai cités, même des Toon Stan qui sont aujourd'hui, aux côtés de tout cela. Ce panthéon-là, à mon avis, il ne faut pas qu'on le mette en parallèle avec celui qui est à Paris, au cœur de Paris, qui soit exclusif. Il est plus large, parce que finalement, il est plus grand. Il y a plus de monde qu'on ne le pense. Donc, ce serait très réducteur et j'en oublierais certainement. Lorsque vous dites « chante l'Afrique oui. », est-ce que vous pouvez développer davantage? Gloire à toi, peuple africain. Je reprends le refrain de Gégé Viquet, parce qu'en fait, eux, l'indépendance arrive la même année. L'an 65, il a été célébré ici, au Bénin. Il a été célébré le 1er, il a été célébré le 15 août chez moi au Congo-Brazzaville, 2 jours plus tard au Gabon. Cette vague, justement, des années 60, oui. Aujourd'hui, fait qu'à ce moment-là, on était dans un même temps, dans une même temporalité. Et c'est pour ça qu'on pensait à Afrique, parce qu'on avait la même condition. On entrait dans l'ère post-coloniale. On était des étudiants qui avaient le français en langue commune, qui avaient connu pour certains le statut d'indigène. On envoyait nos étudiants dans les mêmes écoles, c'est les instituts agronomes dans le cœur de la France ou au sud de la France. Ils faisaient pour certains la Sorbonne. Ils allaient au Pas de Loup sur le boulevard Saint-Michel. Ils se rencontraient à Présence africaine chez le doyen Diop, ou alors ils allaient à Cuba. Et ils aimaient la musique venant de là-bas. L'herencia africana, elle est la même
quand on est au Bénin et on l'apprécie de la même manière au Cameroun. Donc, finalement, ils avaient cette même condition noire d'une Afrique qui a dû composer rapidement avec ce nouveau statut de nation indépendante, avec la France qui est encore très présente et qui l'est encore culturellement, mais très enracinée. Je connais aucun des hommes et femmes de cette génération qui ne maniait pas le français et le soir ne maniait pas sa langue maternelle ou ne mangeait pas son plat local ou ne l'insérait pas dans ses écrits ou dans ses chansons. Tout à l'heure, à l'instant, vous avez évoqué quand même plusieurs gloires de la Oui. musique béninoise. Leur mémoire est-elle entretenue avec la dignité, la ferveur qu'exige leur rang, ou assistons-nous, j'allais dire, à une lente érosion de leurs traces? L'érosion dans les cœurs, certainement pas. Dans les cœurs, dans les esprits, certainement pas. Il n'y a pas un jour, même si on prend des gens qui sont nés à l'orée du 21e siècle, ils vont entendre un refrain, ils vont dire « Ah, mémé, écoutez ça. Pépé, écoutez ça. » C'est bien ce que je vois des images de ma paroisse, Saint-Michel-Béto. C'est ma paroisse où, quand je suis à Cotonou, je vais prier. Ceux qui vont là-bas vont dire ben, « Ah, c'est les musiques des papas et des mamans, mais ce sont les leurs. Elles sont samplées, ces musiques. » Aujourd'hui, des jeunes reprennent des morceaux qui ont été chantés avant, comme ils disent. Donc, elles existent dans les cœurs. Maintenant, s'il s'agit de dire où est-ce qu'on les entend, où est-ce qu'on voit leur visage, c'est petit à petit. La gouvernance actuelle, la présidence actuelle va dans cet effort de dire, bon, ben, nous sommes dans cette période où réellement le récit mémoriel est important. Ça passe pas que par l'affirmation et les visuels, les statues de Bioguera ou de l'Amazone. Ça passe aussi par une incarnation. Et j'espère que les musées qui vont venir à un moment donné donneront une place à ces visages que l'on doit avoir. Ce qu'il y a de particulier dans les pays du Nord, en France, il y a un reminder constant. Il y a des émissions pour la jeunesse, il y a des émissions pour les jeunes ou moins jeunes, il y a de la variété, mais Aznavour n'est jamais loin, Charles Trenet n'est jamais loin, Dalida n'est jamais loin, Tino Rossi n'est jamais loin. Je prends l'exemple de la France. Vous allez aux États-Unis, il y a toute la vague actuelle, mais on vous ramène toujours à Sinatra. On vous ramène toujours à Elvis Presley, on vous ramène toujours à Quincy Jones. Et les deux peuvent cohabiter. Donc aujourd'hui, l'exigence, pour moi, elle est de ce côté-là. Dans quel cadre médiatique, comme c'est fait d'ailleurs ici, on les fait exister en jouant leurs chansons. On n'est pas has-been quand on se lève le matin et qu'on met Van de Jonas Pedro et Sedadje. Ça n'empêche pas que l'après-midi, dans une autre émission, on arrive et puis on met d'autres morceaux de la nouvelle vague. C'est-à-dire que les deux peuvent cohabiter. Et moi, je suis contre, et je le dis avec force, ce jeunisme des chaînes 100% jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne 100% jeune? On a 20 ans un jour et on en a 50 le lendemain. Donc ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, on met et on jette tout à la mer? Certainement pas. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, que tout le monde a vu danser le cha-cha-cha de façon endiablée, il danse Indépendance cha-cha, mais en même temps, il est très heureux de voir Ayara Star venir, il est très heureux de voir Sahara venir, et je suis sûr que par ses enfants ou ses petits-enfants, il écoute de la variété actuelle. Il n'est pas en contradiction avec lui-même. Donc c'est à nous aussi, au niveau des médias, et c'est un auto-procès que je me fais, que nous nous faisons, que vous faites, oui, de faire exister les deux dans la grille des programmes. De la même façon qu'on peut avoir de la musique, d'avoir une émission littéraire et une émission qui parle de politique ou des arts, comme tu le fais excellemment bien. En étant observateur averti, quel diagnostic pouvez-vous faire de la musique béninoise contemporaine? Alors moi, je ne suis pas médecin. Je me suis levé et je suis arrivé en écoutant d'ailleurs le morceau de King First to the First King en featuring avec Pepe Oleka et d'écoutant ce que Faniko m'a envoyé, le Waka Waka, son dernier single. Et ça m'a plu. Et j'étais très heureux d'écouter ces morceaux. Mais en même temps, l'instant d'après, j'écoutais Romévonan, extrait de l'album d'Africando. Et ça ne me gênait pas. Donc le diagnostic, pour moi, il est positif parce qu'au Bénin, on n'a pas jeté toute l'eau du bain avec les gens qui étaient à l'intérieur pour en mettre un nouveau. Les deux cohabitent. Simplement, il faut savoir que les médias, et j'en reviens à leur responsabilité, ont aussi cette urgence de pouvoir, à un moment donné, savoir équilibrer. Chacun a sa ligne éditoriale. Pour moi, le diagnostic, il est bon parce que le Béninois et la Béninoise ne s'oublient pas. Il y a beaucoup d'autres pays où c'est très tranché. Aujourd'hui, vous allez à Lagos, vous allez à Djegunle, vous allez à Ikeja. Qui va écouter du King Sunny Adé?
Qui va écouter les Ramblers avec Jerry Hansen? Tout le monde va être en mode, évidemment, de la scène avec Davido et de tout ce qui se fait de nouveau, de Yemi Alade. Mais moi, j'écoute beaucoup moins de morceaux du Nigeria d'avant quand je suis au niveau du Nigeria. Mon regret souvent à Abidjan est de dire, on est à Abidjan, les chaînes consoeurs dont je ne citerai pas le nom sont vraiment à chaque fois dans du 100% jeune. Il y a des moments où il faut tendre l'oreille pour écouter du Bass Pinto. Je suis arrivé ici et puis j'ai écouté Anomé avant-hier de Bass Pinto. C'est étonnant. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté sur une FM ivoirienne. Donc ça veut dire que le Bénin, de ce côté-là, est particulier, comme le pays voisin l'est. Donc le diagnostic, pour moi, il est, avec mon exigence d'homme de médias, de continuer à laisser tout cela en équilibre et de ne pas oublier quelqu'un. Mais c'est très dur, parce que les doyens comme Ragbé, mon doyen Sagboa, ne se laisseront pas marcher sur les pieds. Message est un album magnifique. C'est un album qui, pour moi, est en avance même sur son temps. Pourtant, on pourrait dire que Pépé Sagboan, comme disait la jeune artiste Carmel, que j'ai découvert, qui a une voix exceptionnelle, je l'ai découvert avec Sergent Marcus. C'est-à-dire que tout ce monde-là est là, et il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et ce diagnostic-là, pour moi, il est porteur d'espoir. Mais on peut toujours améliorer les choses. Mais certains estiment que la musique béninoise manque de professionnalisme dans sa structuration. Oui. Professionnalisme dans quel sens? Dans sa structuration. Qu'est-ce qui structure une musique nationale? Vous allez dire que la musique est structurée en Côte d'Ivoire parce que vous avez un courant coupé, décalé qu'on a défini. Les feuilletons du Burida, du Bureau des droits d'auteur, ne vous ont pas échappé. Ça ne vous a pas échappé à un moment donné aussi que les anciens, les Noël Douré ou les Nayan Kabel ont levé de la voix pour dire « Attendez, Madame la ministre de la Culture, faites-nous exister parce qu'au Palais de la Culture, il n'y en a que pour les jeunes et il n'y en a pas que pour nous. » Donc, il y a aussi à un moment donné l'effet plaque tournante. Chaque pays a son histoire. La Côte d'Ivoire était une plaque tournante, elle le demeure, comme d'autres pays l'ont été. Et c'est ce qui donne l'impression, quand on est ailleurs, de se dire il n'y en a que pour la rumba congolaise, il n'y en a que pour l'afrobeat tel qu'il appelle au Nigeria. D'ailleurs, moi, je ne suis pas contre. Donnez-moi 10 noms de la scène nigériane actuelle. Vous allez tourner en rond. Parce qu'en fait, ils solarisent en faisant une promotion, une rotation, heavy rotation, heavy playing. C'est-à-dire, ils en mettent jusqu'à ce que vous le connaissiez comme les versets du Saint-Coran de la Sainte Bible. Mais aujourd'hui, à nous de sortir nos griffes, à nous d'exporter cette musique. Mais comment l'exporter? Alors, pas forcément un coup de clip. Je salue mes amis de Trace qui sont là et qui nous regardent et qui, à un moment donné, carton rouge, ont imposé aux gens de faire 3 minutes de clip avec un format où les bimbos devaient sortir de la voiture, où tout le monde devait avoir des voitures de luxe. Zénab a fait le medley Bolodjo. Ça fait 9 minutes. Et tu as raison, et je la salue. Et le morceau a marché au-delà des frontières. Elle a même été appréciée au Congo. Donc, affirmer cette musique, c'est avoir des pisteurs, des géotrouve-tout, qui vont dans les festivals. C'est ce qui fait que la musique malienne, burkinabé d'ailleurs, triomphe. Il y a des gens qui vont dans les festivals, qui vont au niveau des marchés. Pour y accéder, c'est quand même totalement complexe. Pour accéder à attendez, il y a quand même le système de parrainage. Mais non, on parle du Massa à Abidjan, mais après, tous les festivals, Visa, etc. et tout, il faut aller. Il y a des gens, je veux dire, le ministre de la Culture et du Tourisme, donc Jean-Michel Abimbola, que je salue d'ailleurs, a suffisamment de gens d'ailleurs dans son cabinet pour aller au sein des festivals, s'asseoir et dire, voilà, nous vous proposons une playlist d'artistes du Bénin. Dobé Niaoré est certes ivoirienne, mais quand elle a eu le Grammy aux États-Unis, elle était passée par Couleur Café à Bruxelles. On ne la connaissait pas à Abidjan. C'est en 2018, elle arrive, il y a le Massa, et puis elle a affirmé, elle fait son Massa en 2016. Mais elle avait déjà eu un Grammy. Fatoumata Diawara est malienne, vous la connaissez tous. Mais elle a d'abord joué dans les films, elle a été nominée au Grammy, elle fait des centaines de dates par an. Ce que je souhaite à la scène béninoise aujourd'hui. Oui, à l'instant, vous avez reconnu quand même des talents au plan national, mais c'était rouge de savoir pourquoi, pardonnez d'appeler le nom, qu'au Bénin, il n'y a que Angélique Kidjo qui brille au-delà de nos frontières. Dada Angélique brille parce qu'elle fait savoir qu'elle brille. Elle a des réseaux sociaux extrêmement puissants. Elle part en tournée, elle l'annonce. Et puis parce que le réflexe de mes confrères et consoeurs est souvent de dire l'actualité d'Angélique est toujours florissante, on va la mettre en avant. Mais l'actualité d'Angélique est là sur le plan musical. Sur le plan cinématographique, vous connaissez l'actualité de Jimon Onsu? Vous savez s'il tourne avec Brian De Palma actuellement, alors qu'il a tourné avec Steven Spielberg, qui n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on va fouiller? Le doyen Tola Kokoui a fait une magnifique représentation de Béanzin.
Ça a été un triomphe, cette pièce. Moi, j'ai entendu parler d'ailleurs de la production de la pièce. Je me trouvais en Angleterre à ce moment-là. Tola Koko est un géant. C'est mes aînés, les Florent Kouaouzoti, les Jean-Luc Aplogan qui m'en parlent. Parce que eux ont un ambassadeurat. Il faut aujourd'hui que les Béninois, à l'extérieur, en Occident, en Asie, ailleurs, prennent le taureau par les cornes. Mais il faut que les autorités sur le plan culturel envoient des pisteurs, envoient des gens vendre la donne Bénin. Donc l'État a un rôle à jouer considérablement. Il le joue, il a axé aujourd'hui sa politique et il a axé c'est vraiment les 12 travaux d'Hercule sur le plan déjà de ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est d'ailleurs étonnant et ce qui a surpris tout le monde parce qu'aujourd'hui, quelque part, il y a le côté unveiling. Je ne vais pas faire de jeu de mots en disant que le Bénin s'est révélé. Il y a eu un lever de rideau. Mais il y a eu presque un effet de « attention, on prépare la table et on invite le monde ». Et là, on est dans cette période où finalement, on invite le monde et on dit voilà ce que le Bénin fait. Willow Veya est là, les Vodun Days sont là. Justement, on allait en parler. Willow Veya, qu'est-ce que vous en pensez? Willow Veya est pluriel. J'en ai parlé d'ailleurs même avec le commissaire général en parlant de l'initiative. Ce que j'aime dans Willow Veya, c'est qu'à un moment donné, la jeunesse et les moins jeunes ont droit à cette bouffée d'air. Et gratuitement, ou avec des tarifs ou des passes qui les rendent accessibles. Il y a des critiques à l'interne où certains estiment que les artistes nationaux ne sont pas assez valorisés. Il y aura toujours des critiques. Est-ce que vous pensez... Ça a été le même cas au FESPAM au Congo-Brazzaville. Et à l'époque, c'est mon frère Ferrol Gassaki, c'est un grand homme de culture, qui avait fait venir les Youssou N'Dour, il y avait des Koffi Olomidé de l'autre rive, et ça faisait bouder la scène locale. Après, il était question de solariser l'événement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, et ça marche dans les deux sens, la première édition de Willow Veya n'est pas la même que la seconde, et encore moins que celle qui va venir. Et je fais confiance d'ailleurs aux programmateurs pour nous dire, écoutez, mettez-les en avant, mettez-les en affiche principale. Parce que finalement, ceux qui vont venir sur la place de l'Amazone, ou ceux qui vont venir après, par rapport au festival des Vodun Days, sont d'abord des Béninois et des Béninoises, qui voudront se reconnaître dans ce convoi. Quel bonheur de voir Kassav arriver, fouler la terre du Bénin et se produire. Mais quel bonheur surtout de voir des gens du Sérail, de voir une Pépé Oleka peut-être chanter, de voir des artistes locaux chanter. Je me souviens d'un frère, et Bawadé à l'époque, quand il a eu d'ailleurs le Kora, initié par Ernest Adjovi, qui est béninois, ça ne s'invente pas, qui avait dit, nous on va jusqu'à Sun City, on doit briller. Et il le disait avec toute la gouaille que ça représente. Il le disait pourquoi c'était « regardez-nous ». Il disait ça aux autorités d'alors. « Regardez-nous, aidez-nous, nous avons le droit d'exister ». Et peut-être qu'aujourd'hui, les artistes doivent redoubler d'efforts et continuer à redoubler d'efforts quant à la manière dont ils sont exposés. Ça veut dire qu'au niveau des chaînes de télévision et des chaînes de radio, j'aime pas les quotas. J'aime pas qu'on dise aujourd'hui il faut tant de pourcents de musique nationale et tant de pourcents de musique internationale. Mais, chers programmateurs, prêtez l'oreille. C'est pas parce qu'il est béninois qu'il est meilleur qu'eux. Ils feront pas la musique de Ferregola. Mais si on vous interroge de savoir quelle critique constructive pouvez-vous apporter au festival Willow Veya, que diriez-vous? Critique constructive. Il y a un système de passe qui était là. Moi, à chaque fois, mon emploi du temps a croisé. Oui, pour s'en servir, pour davantage promouvoir les talents locaux. C'est la question que moi, je pourrais retourner d'ailleurs à Abdelkader chez nous. Hein. Dommage que... Mais non, mais parce que j'imagine que Willow Veya aussi vous interpelle. C'est-à-dire que quand vous y allez, tout est perfectible. Les transmusicales de Rennes, les francophonies de La Rochelle, tous les festivals sont perfectibles. Aujourd'hui, Willow Veya a été une sorte de boom parce que c'était une première. Il y en a qui ont fait la comparaison avec le FEMUA de nos amis de Magic System du côté d'Anoumabo. Willow Veya n'est pas le FEMUA. Mais Willow Veya a permis quand même de voir des artistes de premier plan ici, à tel point que bon, certains disaient « Ah, mais c'est en concurrence ». Non, il n'y a pas de concurrence. Avancer, ça veut dire... peut-être élargir la table au niveau de la programmation. Mais ça veut dire aussi que d'un côté et de l'autre, on fait nos devoirs. Les artistes ne vont pas attendre la dernière minute en disant « je suis béninois et béninoise, je dois passer à Willow Veya ». Non. C'est-à-dire que pendant l'année, l'actualité, mettez-la en avant. Parlez-en. Les Terriba que j'avais connus en trio à l'époque, qui sont aujourd'hui deux, sont magnifiques. Elles ont retrouvé Kiri Kanta au moment où je suis venu la dernière fois pour un spectacle à l'Institut français. Et j'étais ravi, parce que Kiri Kanta est une femme qui a fait rayonner le Bénin de par sa musique et de par son identité, le chant du Nord. Et aujourd'hui, mais les Terriba ont toute leur place dans la prochaine programmation du festival Willow Veya. Elles étaient en tournée partout, elles étaient à l'extérieur, ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, ont-elles envoyé leur dossier de presse?
Ont-elles fait acte de candidature? À un moment donné, il faut aller taper à la porte. Il faut frapper pour qu'on vous ouvre. Mais il y a aussi une autre problématique. Certains artistes béninois se plaignent de l'absence de soutien conséquent du public béninois. Alors, soutien de quelle manière? Ils estiment que, par exemple, lorsque l'on regarde d'autres pays comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, ils estiment que le public est plus enthousiaste lorsque les leurs sont sur le podium que quand ce sont des figures étrangères. Moi, j'aime Boma. Les gamins à la maison ne vont pas aimer Boma parce que finalement, ils n'en ont pas goûté, on ne leur a pas mis devant. On leur a mis que du riz et des pâtes. Donc, par conséquent, ils ne vont pas aller chercher plus loin. Il faut d'abord convaincre les gens, il faut leur donner le choix et la latitude. Quand on dit oui, mais le public ne nous soutient pas, a-t-il accès à vos œuvres? A-t-il accès à vos créations? Est-ce que les producteurs manquent de vision ou ce sont les artistes qui n'assument pas assez? Alors les producteurs aujourd'hui, mon doigt Nel Oliver, que je salue pour elle dire, la production est un métier. On ne peut pas tout faire. Raimi Sagboan colle son père de très près en parlant de Sagboan Danialou. Oui. Parce que Sagboan Danialou est un artiste, mais derrière ça, il faut une équipe. Je pense qu'il y a des artistes qui sont... L'équipe, c'est pas simplement pour faire joli. Il y a un staff qui est derrière, même quand on arrive au sommet. Aujourd'hui, il faut que les artistes apprennent à avoir un staff au niveau de la communication, au niveau du manager, au niveau de ceux qui, peut-être comme Abdel Kader qui est en face de moi, comme Charles Andi Adjanoun, comme Laurent Jorin-Koboudé, que je connais depuis plus d'un quart de siècle, et qui conseillent des artistes, ils ont besoin de gens qui leur disent « ta stratégie n'est pas la bonne ». Cette stratégie n'est pas la bonne. Tu as été là, le premier single n'était pas le bon. Il fallait en choisir un deuxième. Il faut cette humilité de la part des artistes. Et les artistes qui prennent le temps d'écouter ça, de prendre en compte ces remarques, généralement sont beaucoup plus dans un schéma qui est évolutif. Ça ne veut pas dire que son disque dort tout de suite, mais généralement on voit les résultats plus vite. On voit les résultats plus vite. Oui. Mais à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement pour hisser la musique béninoise sur la scène internationale? Il n'y a pas d'école de management, ou du moins on l'attend toujours. Il y a des exemples. On peut copier et coller. Hein. On peut prendre du meilleur. On peut être ici. On peut être, je ne sais pas, à Porto Novo. On peut être à Dassazoumé. On peut être à Natsitangou ou autre. Et puis avoir une masterclass à distance. Moi, je ne connaissais ni Francis Aloupo, ni Moufliadi, ni Mamadou Ben Soumaoro, ni Yves Ogbo Junior quand je voulais faire ce métier. Je les ai entendus. Ils m'ont plu. J'ai essayé de faire la même chose. Mais aujourd'hui, cette école-là dont on parle, la nouvelle industrie, en tout cas musicale, hein, sur le plan musical, pour moi, le producteur, on dit souvent, ouais, le producteur, c'est celui qui va mettre de l'argent sur la table, alors il me produit une production exécutive, il me donne de l'argent. Mais la personne ne connaît rien à ce métier. Il vous donne 20 000 francs CFA et puis il te dit, va enregistrer. Mais il faut que quelqu'un arrive en disant, non, non. Voilà comment on va répartir. Voilà ce que ça va coûter au niveau du studio. Est-ce qu'on a préparé une maquette? Est-ce qu'on a fait ça? La musique béninoise doit revenir à ses fondamentaux. Elle ne doit pas avoir peur d'aller appeler ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui sont des doyens de la musique, qui sont des conseillers, des maîtres. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait d'album qu'ils connaissent rien. En termes de stratégie marketing, je veux dire, mais j'évoquais le Doinel Oliver, il est plus moderne que jamais. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est son amplitude, sa vision au niveau de la musique. Le Douane Jonas Pedro était un visionnaire incroyable. L'aventure Africando, on l'a droit à Ibrahim Massila. Très peu en parle aujourd'hui de Jonas Pedro. Très peu en parle. C'est vous qui n'en parlez pas. Non, je parle de la jeune génération. Mais dans la jeune génération, alors aujourd'hui, parce que vous commencez à avoir de la barbichette. Ceux que vous avez écoutés au moment où vous étiez plus jeune, que les cadreurs et l'équipe là, sont peut-être pas ceux qu'on équipe aujourd'hui. Personne n'en parle de la même manière que les gens que vous allez interroger dans Paris ou ailleurs, ou alors dans les rues de New York, vont vous dire « Oh, je connais Frank Sinatra parce que c'est peut-être New York. » Mais il faut quand même, j'allais dire, des rappels. Mais pourquoi est-ce que Sagboan, je parlais de lui tout à l'heure, traverse les générations? Pourquoi est-ce que Kassav traverse les générations? Mais parce qu'on en parle de Kassav et parce qu'ils se mettent en avant. Angélique Kidjo, quel que soit le nombre de Grammy, Dada, je lui en souhaite 20. Le Walk of Fame, elle a déjà. Elle n'a jamais dit « je suis une star, je m'arrête ». Elle se définit comme une artiste. Elle prépare un album, elle part en tournée, elle en fait la promotion. Elle est curieuse de faire des associations avec des orchestres à cordes, des philharmoniques. C'est cette curiosité-là qui fait que l'on change. Le renouvellement de soi. Que l'on soit réalisateur, que l'on soit écrivain, que l'on soit artiste-chanteur ou que l'on soit un homme de médias,
comme justement Abdelkader Achirou le fait. S'il n'y a pas ce renouvellement, on s'ennuie. Et je suis sûr que le directeur, le patron de la structure, doit vous dire la même chose au quotidien. Il faut se renouveler. Est-ce que vous pensez que la musique béninoise, il y a une industrie? La musique africaine est-elle une industrie? Et je ne résume pas au Bénin. Et ne me parlez pas du Nigeria en disant ils ont des millions de dollars. Heureux Davido, s'il a comme parrain Dangote. Heureux P-Square, qui avait comme parrain aussi des gens extrêmement fortunés. Mais on ne va pas vous parler de ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir au niveau financier. C'est pas parce que vous voyez 10 clips des mêmes artistes du Nigeria sortant de Jet que la scène musicale nigériane est au top. Il y a un effet en trompe-l'œil. C'est-à-dire? Ben, un effet en trompe-l'œil, c'est-à-dire que si vous voyez les mêmes et qui sont toujours nantis avec le même porte-monnaie, vous avez tendance à croire que c'est toute leur scène qui est comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Quand j'ai demandé citez-moi 10 artistes, c'est même pas simplement le mirage, c'est ce que moi j'appelle la vitrine. Et la vitrine, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est la même. Si elle n'est pas renouvelée, on se contente de ce qui brille. On change les lumières et les lampes. Mais le Bénin, d'ailleurs, sur le plan culturel, a misé aujourd'hui dans la politique gouvernementale actuelle sur ce qui était vraiment de la mémoire, de ce qui est de l'identité du pays et qui est complètement en harmonie avec la politique sur le plan touristique et avec le pendant économique qu'elle entraîne. Et ça va faire que les artistes vont être curieux. Si Sahara vient et qu'elle a envie d'arriver en gang dans le Bénin, elle saura où trouver. Si elle a envie de faire du bolodjo, elle saura où trouver. S'ils veulent utiliser de l'indigo de Nadia Adanlé pour leur prochaine tenue de scène, on sera ravis. C'est la première étape. Après, musicalement, compte tenu de We Love AI et compte tenu des autres festivals qui auront lieu dans d'autres contrées du pays, on va aller crescendo et pourquoi pas, puisque la SRTB est en train de se restructurer, imaginer une chaîne musicale dans laquelle justement les programmes donneront le là à tout le monde. Parce que le Trace TV obligatoire, moi je n'y crois pas. Et c'est pour ça que quand on avait fait Yamado avec Fabregas, le métis noir, on dit faites-en un 3 minutes, on dit non, c'est 7 minutes 56. Si on dit Werason fait 2 minutes, il dit non, mon clip fait 8 minutes. Qui coupe un morceau classique du Bénin mais est-ce que quelque part va se faire écharper? Vous voudrez écouter le morceau en entier. Pourquoi est-ce qu'une chaîne viendrait en disant non, on veut que 3 minutes? Essayez de couper très incorrect de sa bourre. 7 minutes, c'est ennuyeux? Peut-être eux, ils estiment. Mais vous écoutez les 15 minutes de Mario, et Franco Okedjaz n'a pas besoin de l'agrément de Trace TV. Je suis désolé. Les morceaux de Fally Ipupa que tout le monde aime aujourd'hui font au-delà des 7-8 minutes. Je ne connais pas un générique Seben des gens qui fasse moins de 10 minutes chez Olomide. Et tout le monde l'écoute. Pourquoi on irait dans ce sens-là? Pourquoi les 3 minutes 50? Les 2 minutes 58, c'était le temps du sillon du 45 tours. Oui. Il y avait un temps donné. Pour la petite histoire, même le Thriller de Michael Jackson a été amputé de 4 minutes dans The Lady in My Life parce qu'on imprimait sur du vinyle. Mais après, aujourd'hui, les gens ont des albums de 40 titres. Et on n'a pas à suivre ce diktat. Le Bénin, comme l'Afrique, doit faire ce qu'il veut. Il déploie ses ailes. Il mène une politique culturelle comme il le veut. Et c'est ce qui peut-être lui réussit aujourd'hui, ce qui en fait the place to be, que ce soit une zone industrielle à Glodjik Bay, l'ambition n'est pas la même qu'une zone industrielle dans d'autres pays, mais la touche qu'apporte cette zone industrielle, en termes d'autoproduction, de transformation sur place pour le coton, est un exemple, même pour le Conseil Coton Anarcade de Côte d'Ivoire. Quels sont les enseignements que vous aurez invité la jeune génération à tirer du passé des anciennes gloires de la musique béninoise? Quelles leçons ils ont à tirer? L'humilité, le fait qu'une carrière se construit, le fait qu'une carrière se construit, mais surtout se mène sans l'idée d'effacer le voisin. Il n'y avait aucun problème pour Torrance Stan de parler à ses contemporains. Il n'avait pas de problème. Aujourd'hui, si on se dit « je dois être la nouvelle star », je dois être la... Enfin, on a parlé Cécile Meela, mais bon, Zena, Bella, pourquoi l'une contre l'autre? Elles peuvent coexister. Enfin, Madonna chante avec Taylor Swift de la nouvelle génération. Adele et puis une autre chanteuse sont au sommet des charts. Il n'y a aucun problème, elles apparaissent même des fois ensemble. Pourquoi ici, il faudrait toujours sur le sol d'Afrique qu'on dise « Ah, celui-là, il était vieux ». Les individualités, non. Le respect et surtout l'apprentissage. Parce que je ne pense pas que chacun soit sorti, comme disait le doyen Vincent Areranou du Polyrythmo, je ne pense pas que la musique et l'art soient un tableau sur lequel on raye des noms pour en mettre d'autres. Il y a des artistes qui auraient eu 100 ans et dont la musique continue.
Il y a des artistes qui sont partis très jeunes et on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Tupac est mort il y a maintenant des décennies. Mais les gens parlent de Tupac comme s'ils étaient contemporains. Pardon pour l'ingénieur du son, j'ai cogné le micro. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se souvient d'Alia? Elle est morte en 2001. Et pourtant, les gens parlent de sa musique. Et Beyoncé dit, moi, j'étais inspiré par Alia. Voilà. Et même des animateurs comme Richard Flash, quand il veut chanter, il n'hésite pas à dire, ah non, moi, le côté crooner, il faut que je le vole chez Mondwanel Oliver, il faut que je le vole chez tel artiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est déjà de faire son boulot, de faire de la musique, de savoir s'entourer de personnes qui soient des personnes professionnelles. Si on ne les connaît pas, on peut frapper à la porte et de ne pas vouloir la gloire immédiatement. La gloire de 24 heures. C'est les gens qui décrètent qu'on est une légende ou une icône. Aujourd'hui, on parle de légende et icône. Ben, moi, je dis souvent, tu as fait 3 albums, tu as 10 ans de carrière et tu es une icône. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que Myriam Makeba est? Mais quel doit être le rôle de l'État central dans tout ceci? Vous allez après en vouloir à l'État de se mêler de la culture et du contenu. Ça veut dire que là, on reviendra au monopartisme. On a des pays marxistes-léninistes, mais la culture imposée et les chants, on les avait, les chants au niveau du monopartisme. Mais l'État, aujourd'hui, c'est plus de créer le cadre. Même si on crée 20 studios, pour moi, ouvrir 20 studios, c'est pas ce qui va faire qu'on aura des milliers de talents. Chacun doit faire ses devoirs. Le Bénin est un pays où il y a des plasticiens magnifiques. J'aime voir des échanges. J'ai eu l'honneur de voir des échanges entre Fofo Roma d'Azoumé, qui parle à ses jeunes frères que sont Charlie d'Almeida et Chief. Mais aujourd'hui, Sébastien Nagnon Boko fait son chemin. Oswald Adandé fait son chemin. Ils ont été, ils ont écouté, ils ont pris conseil. La patience aussi. L'État peut créer un cadre en disant aujourd'hui, très bien, sur le plan de la musique, peut-être aussi mettre de la musique à l'école. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que c'est faisable. Alors on va dire oui, mais notre environnement... Mais il faut savoir aussi comment les parents en Afrique perçoivent un jeune qui veut faire de la musique ou qui veut faire du journalisme. Abdelkader sort de la maison, tu veux faire du journalisme, c'est un métier de saltimbanque. Donc ça veut dire aussi que l'État peut donner ce cadre en facilitant la promotion via les chaînes qui seront créées, télévisuelles ou radio, ou comme celle-ci, et peut-être en subventionnant encore plus les chaînes qui, comme celle-ci, font un bel effort. On peut accompagner les radios. Moi, la radio, j'ai fait la Fédération des radios rock en France. C'était les radios indépendantes, les radios libres. À un moment donné, sous la présidence Mitterrand, on a accompagné les radios libres, qui sont aujourd'hui devenus des géants. Ça, par contre, l'État peut le faire. Et puis ensuite, trouver des plateformes en multipliant les festivals ici et ailleurs, et en leur donnant, lors d'événements nationaux, comme le groupe qui a chanté l'hymne national du Bénin dans la langue, cette année, dans une langue différente. Adja. En Adja. Après le ça fond. a été vu dans le monde entier. Pour moi, c'est un effort magnifique. Vraiment. Et clin d'œil d'ailleurs aux Pépitards. Pépitards, c'est vraiment avec une grande pensée aussi pour celui qui veillait à leur destinée. C'est formidable parce que ça a été une mise en contact. Ça sont les autorités qui les ont mis en contact avec Kassav. Peut-être qu'ils n'auraient pas osé venir. Et aujourd'hui, ces enfants, aux Antilles, ils ont déjà une notoriété, une petite notoriété, mais qui grandit. Léana Teko était toute petite avant qu'elle fasse sa vie et qu'elle traverse l'océan Atlantique. Mais Anna Teko est celle que l'on connaît. Et c'est une voix. Donc il faut reprendre l'hymne national dans les autres langues également, dans les autres langues. Non, mais l'hymne national, en faire un single, il faut être Whitney Houston pour chanter The Star Spangled Banner lors de la mi-temps du Super Bowl. On n'en est pas là. Mais par contre, je pense que c'est l'outil, c'est la diffusion. C'est la diffusion et l'accompagnement et les subventions. On subventionne les petits clubs de foot. Tout le monde aime le ballon rond et bonne chance au Guépard pour la CAN. Mais aujourd'hui, moi, je me sens toujours assez orphelin du manque de subventions qu'il y a, tant au niveau de l'industrie, j'allais dire de la production audiovisuelle, en termes de contenu à la télé et à la radio, qu'en structure de production. Parce que sinon, on attendra toujours que les choses viennent d'ailleurs. Et ça, c'est pas possible. Vous allez regarder droit dans votre caméra avant qu'on puisse poursuivre, on puisse parler quand même de l'actualité actuelle. Vous vous adressez aux acteurs du monde de la musique béninoise à cœur ouvert. À cœur ouvert. Mots, quelques recommandations, et également à ceux du monde de la culture. Déjà, la première chose, pour quelqu'un qui a fait des décennies de radio, pour les acteurs de la musique, je vous dis déjà merci. Parce que la musique et les métiers de la musique sont un métier difficile. Parce que la solitude de l'artiste quand il compose, la solitude de l'artiste quand il doit trouver des sous pour aller produire et rentrer en studio, et la détresse de l'artiste quand un programmateur radio
ne veut pas jouer son œuvre, c'est quelque chose de terrible. Vous tenez bon, vous avez bien fait de tenir bon, et c'est parce que vous tenez bon aussi que vous nous représentez. Donc c'est déjà un merci. Et à ceux qui veulent entrer dans ce métier, ou qui commencent à baisser les bras, faites-vous entendre. Vous nous croisez dans la rue, parfois j'en croise beaucoup, moi et mes confrères et aînés. N'hésitez pas à nous interpeller et n'hésitez pas à venir à la porte des radios. N'attendez pas d'envoyer par mail un son. Faites-le, mais par pitié, même si les beatmakers ou les programmations sont là, n'hésitez pas à faire appel à un guitariste ou à quelqu'un qui joue d'un instrument pour enrichir votre propos. Et le dernier mot à l'endroit des autorités culturelles, la culture, c'est le passeport pour tout. Le Brésil a été connu via le football, ensuite via la musique. L'Afrique a eu, dans les décennies précédentes, des ambassadeurs extraordinaires. On les voit passer à l'écran et il adore Angélique Kidjo, donc évidemment, c'est elle qui apparaît. Grâce à Dada Angélique qui chante sous l'Arc de Triomphe ou qui a le Walk of Fame, tout le monde se dit « Ah, c'est elle ». Les acteurs culturels ont besoin d'argent, méritent d'être accompagnés. Les structures, les subventions, pourquoi pas. C'est une chose... Il n'y a pas de tabou autour de l'argent pour faire venir des fois des gloires internationales. Les artistes locaux en ont besoin. C'est un coût. C'est à discrétion des autorités, notamment des ministères, qui, c'est vrai, ont beaucoup de choses à gérer. Après, au niveau justement des autorités de l'État jusqu'au sommet financier, n'hésitez pas, parce que c'est parce que cette musique est là, c'est parce que cette musique béninoise a été produite et diffusée que le Bénin, ce quartier latin de l'Afrique, a été connu au-delà des frontières. On parlait du Polyrythmo, on parlait de Papa Gégé Viqué, on parlait de Stan Toon repris par Espoir 2000, on parlait de tout cela, mais c'est parce qu'ils sont là que le Bénin a pu aussi jouer des coudes sur la place, en attendant les qualifications des Guépards lors de la prochaine CAN. Et très rapidement... Ou du moins passer le quart des phases justement de poule. Comment on peut sacraliser la mémoire de ces gloires de la musique béninoise qui ont quand même fait entendre le Bénin hors de nos frontières et qui, même après leur mort, continuent de faire parler leurs œuvres? De faire parler d'eux à travers leurs œuvres. Il y a une rue qui porte le nom de Papa Gégé Viqué, Gustave Benou Viqué, pour ceux qui l'entendent. Une rue, c'est bien, mais après, à un moment donné, il y a des salles au Palais des Congrès qu'on peut rebaptiser. Je l'avais dit en un autre micro, le 12 août 2004, moi je me trouvais à Cotonou, avec Papa Manu Dibango, avec qui j'ai fait 22 ans, 23 ans à ses côtés, vraiment dans ma vie et ma carrière, et avec le doyen Bonkana Maïga. Et Jonas Pedro s'en allait. Et Bonkana Maïga a sorti sa flûte. Il y avait Gospel et Racine. Et nous étions là. Et moi, ma détresse 20 ans après a été de dire, mais finalement, si on en parle à Radio Latina à Paris, mais Jonas Pedro, le 12 août 2024, 2025, 2027, et chaque 12 août doit être magnifié. Alors à l'OCOSA, probablement oui, parce que c'est d'abord un individu. Mais aujourd'hui, pour la prochaine édition des Vodun Day, j'espère qu'un tableau pourra lui être consacré. Parce que quand il chante Romé Vonon, quand il chante Ketou Kuba, on parle Ketou. Donc, honorer pas que par des plaques ou par des monuments, mais honorer également aussi par des événements, par un prix. Vous imaginez un prix qui porte le nom d'une de ces gloires-là, une chanteuse, voilà, qui aujourd'hui... On donne des prix Bella Bello au niveau du Togo voisin. Le doyen Nel Oliver passe en photo, il est encore là et bien solide. Aujourd'hui, faites-les, mettez-les en avant, appelez-les, ils sont invités à des événements. Honorez-les en les mettant là. Après, comme on dit, le musée dans lequel ils existeraient un petit peu plus, ce serait les figer, mais la musique est vivante. Et puis la musique dans les cours scolaires ou ailleurs, ça veut dire les faire exister. Et surtout, très bonne idée, et ça, Fofo Jean-Luc Aplogan l'avait fait avec Bénin Passion, par rapport au morceau de Gégé Viqué, je reviens à lui, des collections initiées et produites par l'État sont tout à fait possibles. Ça, c'est la pochette du doyen Jonas Pedro, c'est la réédition de Mimi Pinson. Tout à fait. Et de la Bicicleta, dans lequel il y avait aussi Irma Koi, fille du Sahel. C'est cette photo qui avait été utilisée pour la pochette. Mais je le dis parce que on les voit en Allemagne, on les voit à Montréal. Bon, et puis quand on doit un Ragbel, ça c'est... Et représente quoi pour vous, Sagouran Daniel? La RDC a eu des gens comme Kabasele. Le Bénin avait des gens comme Ignace de Souza.
La RDC a eu des gens comme Franco, le Zaïre d'alors. Le Bénin a des gens comme Sagban Danielou. C'est le sociologue en musique. Est-ce que vous pensez qu'il ait valorisé la hauteur de sa portée pour la musique Il est honoré. Il est honoré. Je pense que le doyen lui-même le sait. Il le sait. Je pense que le doyen est honoré. C'est une évidence. C'est un monument national. C'est comme ça que vous l'appelez. Tout à fait. C'est jamais assez parce que finalement, les Anglais disent « is larger than life ». Et sa musique, c'est la bande originale du Bénin. Moi, je peux écouter Zémirin, je peux écouter Amounde, je suis à Cotonou, quel que soit l'endroit où je suis avec P. Mais pour moi, c'est ça, être quelqu'un qui touche... Il n'y a pas un professeur qui ne connaît pas Inconscience Totale. Hein? Voilà. Nous avons parlé un peu politique, si on peut le dire ainsi. Vous êtes fréquent à Cotonou, vous allez, vous venez. Comme ailleurs. Voilà, comme dans d'autres pays également. Mais le Bénin, comment vous avez apprécié l'image du pays de 2016 à ce jour? Selon vous, pour vous qui êtes un observateur externe, si on peut le dire ainsi, quel regard portez-vous sur la gouvernance du pays de 2016 à ce jour? Une chose est sûre, personne ne Pardonnez, cette question qui n'est pas prévue. Non, mais moi j'ai commencé d'ailleurs par la presse politique. Aux côtés de Sébastien Kamba, mes premiers faits d'armes, c'est quand même le film sur la conférence nationale souveraine. On est quand même en 91 au Congo-Brazzaville, donc vous imaginez l'ambiance avec mes frères aînés et mon père qui m'ont carrément tombé dessus. Et c'était assez exceptionnel. Donc le regard sur la politique, je l'ai parce que finalement, nous sommes d'une génération qu'on disait sacrifiée, en ayant eu son bachot à la fin des années 80. C'est-à-dire vous êtes condamné à suivre l'actualité politique. Moi, ce que je vois, c'est qu'indéniablement, entre 2016 et 2025, il y a eu une transformation. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de la politique, sur le plan des résultats, sur le plan économique. L'attractivité du pays, parce que il n'y a pas qu'en faisant des routes ou en mettant des édifices et des statues, mais il y a eu un environnement économique qui a été séduisant pour beaucoup. Ça se résume à la zone de Glodjigbe pour certains, mais je pense qu'après, si d'autres groupes et d'autres entreprises ont décidé de tourner leur regard vers le Bénin, c'est parce qu'il y avait une attractivité. Il y a eu aussi, peut-être de la part des Béninois eux-mêmes, une affirmation de se dire, alors écoutez, on n'a pas 10 échangeurs, on n'a pas 20 ponts, on n'a pas 50 millions d'habitants dans la région qui couvre la capitale économique et la capitale, mais quelque part, nous avons rendu notre pays attrayant en allant vers une rigueur concernant la propreté, concernant aussi la mise en avant de nos acquis. Et les acquis, c'est des acquis mémoriels. Moi, j'étais là, et je le dis très fièrement, au moment où nous allions sur la plage à Ouida et où j'aurais eu la chance de voir Dagborounan, qui était là, on est là sur la plage au moment du Vaudoune chaque mois de janvier. Et on se disait, cette porte du non-retour, elle était là, elle existait. C'était déjà quelque chose. Pendant Gospel et Racine, j'ai vu Christiane Taubira de Lannon venir, j'ai vu Jimon Onsou, j'ai vu le Golden Gate Quartet, j'ai vu Nicoletta venir. On était à l'orée des années 2000-2005. Mais on y croyait déjà. Et aujourd'hui, en assainissant cet environnement, en étant finalement dans une politique, j'allais dire, alors certains vont dire un peu rouleau compresseur, dans le sens, il fallait les résultats vite, il fallait que tout soit eins, zwei, drei, comme disent les Anglais, dans la vision de celui qui préside aux destinées de ce pays. Les résultats sont là et c'est à saluer. Moi, je salue cette nouveauté dans l'esprit de certains, mais je salue surtout l'esprit du possible. De dire qu'à un moment donné, là où d'autres disaient c'est mort dans le film, on n'y arrivera pas, on est toujours à la traîne. Aujourd'hui, les gens se disent ah, on va à Cotonou, ben on n'a pas aujourd'hui à chercher comparaison avec d'autres citadelles africaines. Ça déjà, c'est une victoire. Après, sur le plan de la politique intérieure et du jeu des partis, je me garderai bien, en tout cas, parce que je suis citoyen congolais. Je n'ai pas mon passeport, ma carte d'identité avec moi, donc j'allais le dire. Mais il y a une chose qui n'a pas bougé. Laquelle? C'est le débat politique. Le Béninois et la Béninoise sont éminemment politiques. Et la politique n'a pas quitté les quartiers. Elle n'a pas quitté les cercles. Elle n'a pas quitté les différentes strates de la société. Jeunes comme moins jeunes, on parle politique. Et c'est ce qui fait du Bénin un pays de référence. Je veux dire, la conférence nationale souveraine ne vient pas d'ailleurs. Elle vient du fait qu'il y a un propos. Et ce propos-là, cette prise de parole, elle vient aussi culturellement de ce que le Béninois aime mettre en avant dans le sens des racines et de la culture. Les chefferies,
les royautés, font que quelque part cette prise de parole est même obligatoire. Elle se fait dans les urnes, chacun le fera comme il le pense. Mais le contexte, et vous allez en venir à cette question de la candidature annoncée de Romuald Ouadani, parce que dauphin naturel, ce ne sera pas la première fois. Il est désigné par la mouvance présidentielle. Oui, il a été désigné. Après, beaucoup voyant entre nous, c'est pas un secret de polichinelle, un dauphin naturel. On l'a vu sous d'autres cieux. En Europe, comme aux États-Unis, comme ailleurs. Après, aux Béninois, aux Béninoises de faire leur choix, et de faire leur choix dans les urnes. Mais quelque part, cette jeunesse interpelle, parce qu'il y a, à un moment donné, ce face-à-face en termes de génération. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est plus jeune qu'il sera plus brillant que quelqu'un qui a un certain âge. Mais c'est vrai que dans le courant, en voyant l'âge du président Bassirou Diomaye Faye, en voyant à d'autres endroits, les gens se sont dit, c'est le moment des jeunes, c'est le temps de l'Afrique. Moi, j'aime dire souvent, c'est le temps de se mettre au travail, quelle que soit la génération, et de permettre au peuple finalement de s'épanouir. De s'épanouir. Romuald Ouadani, qu'est-ce que vous en pensez de sa candidature à la présidentielle? Je ne dîne pas avec lui et je ne mange pas avec lui tous les jours. Vous l'avez observé en tant que journaliste, je l'observe parce que je suis un observateur aussi. Tout à fait. En tant que journaliste. Oui. Son parcours est brillant. On ne va pas revenir sur Deloitte, sur les faits d'armes, etc., qui sont les siens sur le plan des réalisations. C'est une ambition à laquelle d'ailleurs, en tant que premier citoyen du pays, le président de la République a donné cachet et a donné main libre en regardant de très près, parce que finalement il avait aussi ce souci. Je dirais que le fait d'être au travail l'oblige, mais l'oblige tellement que l'attente est encore plus grande. Ce qui ne veut pas dire que justement, en face, les gens sont là, bras ballants. Exactement. Mais on juge généralement ceux qui sont aux affaires. Mais quels sont les enjeux de cette présidentielle selon vous? Les enjeux de cette présidentielle sont lesquels? L'Afrique et le monde regardent, ce sera la sérénité de la tenue des scrutins, la sérénité du processus électoral. C'est ça les enjeux, tout simplement. Quel regard portez-vous sur le cadre juridique de ces élections-là? Alors le cadre juridique, alors je ne suis pas rentré dans les livres. Ça par contre, vous me collez une colle. Je suis le cadre juridique dans quel sens? Le code électoral qui a été révisé, dont l'opposition se plaint, estimant qu'il y a des critères qui sont de nature... Oui, mais pour cela, il faudrait que moi, vous me donniez la notice explicative. Je veux bien être béninois de cœur et je porte le Bénin dans mon cœur. Si maintenant on me demande d'être constitutionnaliste, ce sera quand même beaucoup. Et mes frères et confrères vont dire, non, attendez, il y a un Congolais sur le plateau et vous l'envoyez là-dessus. Je n'ai pas connaissance du code électoral, mais une chose est claire, c'est que si le débat existe, c'est que si débat il y a lieu, c'est que la flamme, finalement... du débat politique est encore présente. Il y a d'autres contrées, hors de notre continent africain, où cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. Patrice Talon a fait pour la culture béninoise. C'est-à-dire, vous me posez la question de savoir ce qu'il a fait. Il a fait pour la culture, mais sous son magistère, enfin j'allais dire son magistère, sous sa présidence, oui. des événements culturels ont eu lieu. Vous parlez en fait des deux qui auront été les plus significatifs lorsque vous parlez de Will of Ea, lorsque vous parlez des Vodun Days. Ce sont des marqueurs qui vont être là pendant longtemps sur le plan de la culture. Sur le plan maintenant aussi de la mise en avant et du récit, le bateau dont tout le monde parle, Ouida, Abomey aussi, qui va connaître évidemment aussi, j'allais dire, aura sa part de récit. Avec sa musée. Ce n'est quand même pas rien. Maintenant, quand je dis que ça s'inscrit dans un processus, il me semble que donc dans la politique justement du retour, la famille Dja, quand elle fait son retour, on est sous l'égide ou l'ère du président Kérékou. La famille Dja vient, elle fait le retour. À cette époque-là, on donne des terres à ceux qui veulent revenir vers la terre-mère. Et c'est ce qui marque, en fait, à un moment donné, une continuité, même si les idées politiques ne sont pas les mêmes. Mais sur le plan culturel, ça voulait déjà dire quelque chose. Moi, j'étais avec Belloni Murat, un chanteur haïtien, et nous étions au niveau de Ouida. Quand il vient et qu'il a le prix RFI, c'est la première chose qu'il vient. Et le Bénin lui ouvre les portes pour venir. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Et c'est cette continuité-là que nous on attend. Sur le plan culturel, on n'en aura jamais assez. Vous, comme moi, aimez la culture. Et je sample le propos de mon doyen Jean-Luc Aplogan. C'est jamais assez. Nous sommes les bébés gâtés de l'histoire. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas nous négliger et qu'on a besoin de moyens. Merci à vous, Rouet Braza, pour ce moment d'échange. Merci absolument. Un petit commentaire. Un commentaire, je tiens à dire que je suis très heureux. Pourquoi? Parce que nous, on a voulu faire ce métier par passion. On s'est lancé dans l'arène, même si on avait nos études et même si on avait des résultats
somme toute brillants, et on se disait, bon, on est les rois du monde. Le temps passant, des générations succèdent, et ce que j'aime justement dans cette approche qu'il y a au niveau du média sur lequel on est aujourd'hui, c'est que le travail y est, c'est que la volonté y est, et l'envie de donner et de transmettre y est, avec excellence. Donc, je n'ai pas de diplôme ou de chapeau à donner, mais j'irai à mes frères, confrères, aînés de la place que j'ai rencontrés et j'ai échangé avec un sacré bonhomme. Merci à vous, Robert Brazza, pour les compliments. Merci à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Merci de laisser quelques mots en commentaire, comme vous avez d'ailleurs l'habitude. Ce sera tout pour cette émission spéciale. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur USAU TV. On se retrouve demain à 10 h pour Info Hebdo. On essaiera de décrypter les défis et les enjeux autour de la candidature de Romuald Ouaddahi pour 2026. Ce sera avec Clément Adeoti Adéchian.